La pluie tombait en fines aiguilles sur le cimetière du Père-Lachaise, comme si le ciel de Paris lui-même pleurait les secrets enfouis. Victor se tenait immobile au bord de la fosse fraîchement creusée, son parapluie noir inutile contre le chagrin qui le rongeait de l'intérieur, quand la voix de sa belle-mère trancha l'air comme un coup près, « Profiteur. Tu n'as épousé mon fils que pour son argent, espèce de parasite. » Les mots résonnèrent, amplifiés par le murmure des platanes dégoulinants, et Victor sentit son cœur se contracter, un étau invisible qui l'étouffait plus sûrement que la boue sous ses chaussures. Autour de lui, la famille d'Adrien et ses bourgeois impeccables, engoncés dans leurs manteaux de laine et leurs regrets calculés hochaient la tête en un chœur muet d'approbation. La veuve, c'était lui, Victor, 32 ans, graphiste freelance aux ongles rongés et aux yeux verrentés par des nuits trop longues. Adrien, son mari, gisait là, à 35 ans, emporté par un stupide accident de moto sur les quais de Seine, laissant derrière lui un appartement haussmannien rue de Rivoli, une galerie d'art à Montmartre et un testament qui faisait de Victor l'héritier unique. « Tu n'as rien apporté à cette union », cracha le frère d'Adrien, un avocat aux tempes grisonnantes, si ce n'était dettes et tes caprices. Adrien méritait mieux qu'un aventurier comme toi. Victor n'eut pas le temps de répliquer. Un frisson parcourut l'assemblée, comme si le vent avait soudain tourné, portant avec lui une silhouette qui émergeait du brouillard matinal. L'homme était grand, les épaules larges sous un imperméable beige usé, les cheveux châtains collés par la pluie, et ses yeux bleus hauts, ses yeux, perçants comme l'acier trempé balayèrent la scène avec une assurance qui fit taire les murmures. Il s'avança, ignorant les regards hostiles, et posa une main ferme sur l'épaule de Victor. « Laissez-le tranquille, » dit-il d'une voix grave, teintée d'un accent du sud qui évoquait les oliviers de Provence. Adrien m'a tout dit. Tout. Et si quelqu'un ici est un profiteur, ce n'est pas lui. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que la pluie. Victor leva les yeux, et dans cet instant suspendu, il reconnut l'inconnu. Lucas. Le nom jaillit dans son esprit comme un éclair, arraché aux fragments de conversation surprise, aux textos effacés à la hâte sur le téléphone d'Adrien. Lucas, l'amant secret, celui dont l'ombre avait plané sur leur mariage comme un fantôme bienveillant ou maléfique que Victor n'avait jamais su. Et maintenant, il était là, au bord de la tombe, réclamant sa place dans ce drame funèbre. Les funérailles d'Adrien avaient commencé 3 jours plus tôt, dans l'intimité feinte d'une chapelle du Marais. Victor s'était levé à l'aube, les paupières gonflées par un sommeil haché d'insomnie, pour enfiler le costume anthracite qu'Adrien lui avait offert lors de leur lune de miel à Nice. « Tu es magnifique dedans, mon amour », avait-il murmuré ce soir-là, ses lèvres effleurant la nuque de Victor tandis que la mer Méditerranée scintillait au loin. 3 ans de mariage, 7 ans d'amour au du moins, c'est ce que Victor croyait. Ils s'étaient rencontrés à une exposition au Louvre, Adrien, conservateur charismatique aux boucles brunes et au sourire qui désarmait les critiques d'art les plus acerbes, et Victor, un jeune provincial fraîchement arrivé à Paris, armé d'un portfolio et d'un rêve fragile de percer dans le monde de l'illustration. Leur histoire avait été un tourbillon, dîner aux chandelles chez l'ami Louis, promenade main dans la main le long du canal Saint-Martin, nuit où leurs corps s'entremêlaient dans des draps de lin froissé, murmurant des promesses éternelles. Adrien avait été le premier à dire « Je t'aime » lors d'un concert de jazz au caveau de la Huchette, sous les volutes de fumée et les accords de saxophone qui semblaient naître de leurs âmes. Victor, orphelin d'un père alcoolique et d'une mère trop absorbée par ses propres chagrins, avait cru en cet amour comme en une bouée de sauvetage. Il s'était marié civilement en 2022, une cérémonie discrète à la mairie du 4e arrondissement, entouré d'amis gays du quartier, avec un gâteau au chocolat noir et des rires qui masquaient les premières fissures invisibles. Mais les fissures étaient là. Adrien rentrait tard de la galerie, invoquant des vernissages interminables, Victor surprenait des parfums étrangers sur les cols de chemise, des regards fuyants lors des dîners. « C'est le stress du boulot, chérie », minimisait Adrien, couvrant le mensonge d'un baiser. Victor, rongé par le doute, avait fouillé un soir, découvrant des messages cryptés, « À ce soir, mon loup. Ne dis rien à lui. » Signé elle. Victor avait pleuré cette nuit-là, seul dans leur lit king size, se promettant d'affronter la vérité. Mais la mort d'Adrien, brutale et inattendue ou une glissade sur une plaque d'égout mouillé, un camion qui surgit de nulle part avait tout figé. La confrontation n'aurait jamais lieu. Ou du moins, c'est ce que Victor pensait. De retour au cimetière, sous les regards assassins de la famille, Lucas se tourna vers Victor, sa main toujours sur son épaule, un geste possessif qui fit grincer des dents. « Je m'appelle Lucas Moreau », déclara-t-il à l'Assemblée, sa voix portant comme un appel à la prière. « Je suis l'ami le plus proche d'Adrien. Et Victor n'est pas un profiteur. C'est moi qui l'ai été, peut-être.
Ou nous tous. Un hoquet collectif s'éleva, la belle-mère porta une main gantée à sa poitrine, comme si on l'avait poignardé. Le prêtre, un vieil homme aux lunettes embuées, tout sauta pour rappeler la décence du moment. Victor recula d'un pas, arrachant son épaule à la poigne de Lucas. « Qu'est-ce que tu fais ici » murmura-t-il, les lèvres tremblantes. Les yeux de Lucas, ces yeux qu'il avait vus en photo volés sur le téléphone d'Adrien, un selfie torse nu sur une plage de Cassis, un sourire espiègle qui n'était jamais adressé à lui, le transpercèrent. Adrien m'a demandé de venir, si quelque chose arrivait. Il voulait que je veille sur toi. Les mots étaient un poison sucré, distillé goutte à goutte dans les veines de Victor. Veiller sur lui ? L'amant, le rival invisible, chargé de réconforter la veuve. La procession s'ébranla enfin, le cercueil d'Adrien descendant dans la terre humide sous un dé de roses blanches fanées. Victor marcha en tête, flanqué de Lucas qui refusait de s'éloigner, ignorant les regards obliques. À la sortie du cimetière, sous les arcades de la rue des Vignes, une limousine noire les attendait. La famille monta en premier, claquant les portières avec une ostentation de dégoût. Victor hésita, mais Lucas l'attira doucement, « Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. » Pour Adrien. Ils roulèrent en silence vers l'appartement rue de Rivoli, la scène défilant comme un ruban d'argent terne sous la pluie. Victor fixait le vide, les jointures blanchies sur ses genoux. Comment Adrien avait-il pu ? Leur amour, était-ce une façade ? Les nuits où Adrien le serrait contre lui, chuchotant « Tu es ma vie », étaient-elles des mensonges ? Et Lucas, qui était-il vraiment ? Un profiteur d'un soir, ou l'amour caché qui avait volé le cœur de son mari ? À l'appartement, l'air était lourd d'odeurs familières, café moulu, livres anciens, et ce léger musc qui collait à la peau d'Adrien. Victor s'effondra sur le canapé en velours vert, les yeux rivés à la photo encadrée sur la cheminée E2, riant à Venise, gondole ballottée par les vagues. Lucas s'assit en face, les mains jointes, comme un confesseur attendant l'absolution. Je l'ai rencontré il y a 5 ans, à une rétrospective de Matisse à Marseille. J'étais restaurateur de meubles, il cherchait des pièces pour la galerie. On a parlé toute la nuit, de couleurs, de textures, de ce qui fait vibrer l'âme. Victor ferma les yeux, imaginant la scène, Adrien, si vivant, si passionné, captivé par cet inconnu au regard bleu. « Et moi » demanda-t-il d'une voix brisée. J'étais là, à Paris, à l'attendre comme un idiot. Lucas secoua la tête, se penchant en avant. Il t'aimait, Victor. Vraiment. Mais il avait peur. Peur de sa famille, de leur jugement sur notre monde, 2 hommes, un mariage, une vie ouverte. Moi, j'étais son échappatoire, le secret qui le gardait sain d'esprit. Il ne voulait pas te blesser. Il disait que tu étais sa lumière, la stabilité qu'il n'avait jamais eue. Les larmes coulèrent enfin, chaudes et salées, sur les joues de Victor. Il se leva, chancelant, et traversa la pièce pour ouvrir un tiroir du bureau d'Adrien, ce meuble en acajou patiné où dormaient les lettres d'amour, les croquis volés. Il en tira une enveloppe jaunie, cachetée d'un cœur rouge. « Lis ça » dit-il à Lucas, la lui jetant comme un défi. Les mains de Lucas tremblèrent en brisant le sceau. À l'intérieur, l'écriture élégante d'Adrien, « Mon cher Victor, si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé. Sache que chaque baiser que je t'ai donné était vrai. Lucas est mon frère d'âme, mais toi, tu es mon foyer. Pardonne-moi. Aime pour moi. Adrien. » Le silence s'installa, ponctué seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise. Lucas replia la lettre, ses yeux humides. Il m'a écrit la même chose. Victor s'approcha, hésitant, et pour la première fois, il vit l'homme derrière le fantôme, des rides d'inquiétude au coin des yeux, une cicatrice fine sur la mâchoire, souvenir d'une chute de vélo dans les Alpilles. « Pourquoi es-tu venu » murmura Victor. Lucas sourit faiblement, un sourire teinté de tristesse infinie. « Parce qu'Adrien voulait qu'on se protège mutuellement. Et parce que je crois que c'est ce qu'il aurait voulu. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'accident, Victor dormit. Pas profondément, mais d'un sommeil agité de rêve où Adrien dansait entre eux, spectral et rieur, les reliant comme un fil d'argent. Au matin, la pluie avait cessé, laissant place à un soleil pâle qui filtrait par les volets mi-clos. Lucas prépara du café dans la cuisine, ses mouvements précis et tendres, comme s'il connaissait déjà les tasses préférées, les cuillères à sucre. Victor l'observa depuis le seuil, un étrange mélange de jalousie et de gratitude bouillonnant en lui. Était-ce le début d'une trêve, ou d'une nouvelle tempête ?
Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard de formalités et de souvenirs. L'appartement devint un sanctuaire précaire, où les affaires d'Adrien attendaient d'être triées, chemise amidonnée dans l'armoire, carnet de notes griffonnés de poèmes inachevés sur la table de nuit, une montre en or gravée, à mon Victor éternel, posée sur la commode. Victor errait comme un automate, signant des papiers notariés chez Maître Lefebvre, l'avocat de la famille qui le toisait avec un mépris à peine voilé. Votre mari était un homme généreux, avait-il dit lors de leur rendez-vous, mais la générosité a ses limites. La famille conteste le testament. Attendez-vous à une bataille. Dehors, Paris bruissait d'une indifférence cruelle, les badauds pressés rue de Rivoli, les vendeurs de marrons chauds aux Tuileries, les couples enlacés sur les bancs des jardins du Luxembourg. Victor évitait les regards, se sentant nu sous sa peau de veuf. Lucas, lui, refusait de partir. Il s'installa discrètement dans la chambre d'amis, transformant le chaos en ordre avec une efficacité discrète, il rangea les livres empilés, lava la vaisselle accumulée, prépara des plateaux de fromage et de baguettes croustillantes achetées à la boulangerie du coin. « Tu dois manger » insistait-il doucement, ses yeux bleus implorants. Victor hochait la tête, mais chaque bouchée avait le goût de cendre. Un soir, alors que la nuit enveloppait la ville d'un manteau de velours étoilé, Lucas brisa le silence. Ils étaient assis sur le balcon étroit, face à la colonne Vendôme illuminée, un verre de Bordeaux à la main. L'air était frais, chargé d'effluves de jasmin des jardinières voisines. « Parle-moi d'Adrien » demanda Lucas, sa voix un pont fragile vers l'inconnu. Victor hésita, les doigts crispés sur le pied de verre. Parler ? C'était rouvrir la plaie, inviter l'autre dans l'intimité sacrée de leur moment. Mais les mots jaillirent malgré lui, un torrent libéré. Il était incandescent. Quand il parlait d'art, ses yeux s'allumaient comme des braises. On passait des heures au musée d'Orsay, à débattre de Monet versus Renoir, et il finissait toujours par m'embrasser au milieu d'une salle bondée, indifférent au regard. Victor rit, un son rauque et douloureux. Il me dessinait, nu sur notre lit, et disait que j'étais sa muse moderne, un mélange de David et de Warhol. Lucas écoutait, immobile, un sourire nostalgique aux lèvres. Pour moi, c'était différent. Adrien était un feu follet. À Marseille, on se retrouvait dans des criques cachées, à nager nu sous les falaises. Il me confiait ses doutes, la pression de sa famille, leur attente d'un héritier straight, d'une vie conventionnelle. Avec moi, il était libre, primal. Les confidences s'entremêlèrent comme des vignes grimpantes, tissant un portrait composite d'Adrien, l'amant passionné pour l'un, le pilier stable pour l'autre. Victor apprit les détails, les week-ends volés en Provence, les appels nocturnes étouffés, les cadeaux anodins comme une bouteille de pastis ou un foulard provençal. Il culpabilisait toujours, après, avoua Lucas. Il rentrait à Paris avec le cœur lourd, mais il ne pouvait pas arrêter. C'était comme une addiction. Toi, tu étais son antidote. Victor sentit une pointe de jalousie, aiguisée comme un rasoir, mais aussi une étrange compassion. Adrien, piégé entre deux amours, avait-il souffert autant qu'eux ? Le lendemain, la confrontation arriva sans crier gare. La sonnette retentit à midi, stridente comme un reproche. C'était Élise, la sœur d'Adrien, une femme aux cheveux roux flamboyants et au tailleur Chanel impeccable, flanquée de deux avocats aux mallettes cliquetantes. « Nous venons pour l'inventaire », annonça-t-elle d'un ton glacial, ignorant Victor pour balayer la pièce du regard. Lucas, qui épluchait des légumes dans la cuisine, surgit, un couteau à la main, un geste innocent qui fit sursauter l'assemblée. « Qui est-ce » siffla Élise, les yeux plissés. Victor inspira profondément, sentant le poids de la vérité comme un boulet. « C'est Lucas. L'ami d'Adrien. Celui qu'il aimait en secret. » Le silence qui suivit fut un abîme. Élise pâlit, sa main cherchant un appui sur le dossier d'une chaise. Les avocats échangèrent des regards, griffonnant frénétiquement. « C'est absurde » balbutia-t-elle enfin. « Adrien il t'aimait, toi. Passe cet intrus. » Lucas s'avança, calme comme une mer d'huile. « Il nous aimait tous les deux, madame. Et il a choisi de le léguer tout à Victor, parce que Victor était sa famille légitime. Respectez son choix. » La dispute éclata, un ouragan de mots, accusations de manipulation, de chantage affectif, de scandale familial. Élise pleura, des larmes de rage qui maculèrent son maquillage. « Tu as empoisonné sa vie » hurla-t-elle à Lucas. « Et toi, Victor, tu as fermé les yeux pour l'argent. » Victor, le cœur battant, défendit son amour avec une ferveur qu'il ne se connaissait pas,
j'ai fermé les yeux parce que je l'aimais plus que tout. Et Adrien m'a choisi, dans la vie comme dans la mort. Les avocats intervinrent, citant des clauses testamentaires, des lois sur les unions civiles en France. Finalement, Élise partit, la tête haute mais les épaules voûtées, promettant une bataille judiciaire acharnée. Après leur départ, Victor s'effondra contre le mur, les jambes coupées. Lucas l'attira dans ses bras, un geste hésitant au début, puis ferme, réconfortant. Pour la première fois, Victor ne se raidit pas. L'odeur de Lucas aux terres humides et lavande était étrangère, mais apaisante, comme un écho lointain d'Adrien. « Merci », murmura-t-il contre son épaule. Lucas caressa ses cheveux, un geste fraternel teinté d'une tendresse naissante. On affrontera ça ensemble. Pour lui. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous légaux et de nuits blanches. Victor plongea dans son travail, acceptant une commande pour illustrer un roman gai contemporain chez un éditeur du quartier latin où des vignettes de corps entrelacés, de regards volés dans la foule. Lucas, de son côté, resta, transformant l'appartement en un havre, il accrocha des rideaux de lin aux fenêtres, planta des herbes aromatiques sur le balcon, et cuisina des bouillabaisse qui évoquaient les racines provençales d'Adrien. Petit à petit, une routine s'installa, faite de silence complice et de rires timides. Un après-midi d'octobre, doré comme un tableau de Sisley, ils se promenèrent le long de la Seine. Les feuilles rousses tourbillonnaient, et les bouquinistes déballaient leurs trésors jaunis. Victor acheta un recueil de Verlaine, poèmes saturniens, et le lut à voix haute à Lucas, assis sur un banc près du pont des Arts. « Tes yeux sont doux comme ceux d'une colombe », les mots flottaient, intimes, et quand Victor leva les yeux, il surprit le regard de Lucas, chargé d'une émotion nouvelle au pas de la pitié, mais du désir, pur et vulnérable. Ce soir-là, après un dîner de coq au vin arrosé de confession, leurs lèvres se frôlèrent. Ce fut un baiser chaste d'abord, expérimental, comme un test sur une toile vierge. Puis, il s'approfondit, les mains de Lucas glissant sous la chemise de Victor, traçant des chemins de feu sur sa peau. Ils firent l'amour sur le lit d'Adrien, lentement, avec une révérence presque sacrée, explorant des territoires inexplorés. Victor pleura après, un mélange de culpabilité et de libération, et Lucas le serra fort, murmurant « C'est pas une trahison. C'est une continuation. » Mais la paix fut de courte durée. Une lettre arriva, cachetée du sceau familial, Élise intentait un procès pour « influence indue » sur le testament, citant des « preuves » de la relation d'Adrien avec Lucas comme motif de nullité. Le scandale menaçait d'éclabousser la presse people, transformant leur deuil en spectacle. Victor, paniqué, arpenta l'appartement comme un lion en cage. « Ils vont tout détruire », gémit-il. Lucas, les poings serrés, répondit « Pas si on se bat. Mais d'abord, on doit affronter la vérité ensemble. » Le procès s'ouvrit un matin de novembre frisquet, dans le palais de justice de l'île de la Cité, où les gargouilles de Notre-Dame semblaient veiller sur les âmes en péril. Victor et Lucas arrivèrent ensemble, main dans la main, un geste délibéré, une déclaration silencieuse face au flash des photographes tapis dans l'ombre. Les tabloïds avaient déjà titré « Le veuf et l'amant, scandale au cœur de Paris gay ». Victor, les traits tirés par l'insomnie, portait un costume gris perle qui accentuait sa pâleur. Lucas, en bleu marine sobre, offrait un contraste rassurant, sa présence comme un rempart contre la tempête. La salle d'audience était une arène froide, aux lambris sombres et aux bancs de bois usés par des siècles de drames humains. Maître Lefebvre, pour la famille, dépeignit Adrien comme une victime, un homme brillant, manipulé par des passions toxiques. Son testament, rédigé sous l'emprise émotionnelle, doit être invalidé. Élise témoigna la première, sa voix chevrotante masquant une colère froide. Mon frère était hétéro, traditionnaliste. Ce mariage était une façade pour plaire à la société moderne. Et cet homme, elle pointa Lucas d'un doigt accusateur, l'a corrompu, l'a poussé à des actes immoraux. Victor sentit son estomac se nouer. Immoraux? Leur amour, leur mariage, réduit à une aberration? Quand son tour vint, il monta à la barre avec des jambes de plomb. Adrien m'a choisi librement, déclara-t-il, la voix ferme malgré le tremblement intérieur. Nos vœux étaient sacrés. Et Lucas n'a rien forcé. Il était une partie d'Adrien, comme je l'étais. Les murmures s'élevèrent, le juge, une femme aux lunettes sévères, frappa du marteau pour rétablir l'ordre. Lucas témoigna ensuite, sa voix grave résonnant comme un aveu au confessionnal. Il raconta leur rencontre à Marseille, les nuits volées, mais aussi les tourments d'Adrien, il vivait déchiré. Il m'aimait, oui, mais il construisait une vie avec Victor.
Il m'a supplié de rester dans l'ombre, pour leur bonheur. Le testament? Il me l'a montré des mois avant l'accident. C'est pour Victor, a-t-il dit. Il mérite la stabilité que je ne peux pas toujours lui donner. Les mots planèrent, lourds de vérité, et pour la première fois, Élise baissa les yeux, vaincue par l'évidence. Mais le coup de théâtre vint d'une source inattendue, un enregistrement audio, produit par l'avocat de Victor, extrait du téléphone d'Adrien. La voix familière emplit la salle, si je meurs, que Lucas vienne. Il expliquera à Victor ce que je n'ai pas pu. Dites-lui que je les aime tous les deux, à ma façon imparfaite. Des sanglots étouffés fusèrent, Élise se couvrit le visage, brisé. Le juge ajourna l'audience, mais le verdict couvait, le testament tenait, la famille se retira, murmurant des excuses larmoyantes. Dehors, sous un ciel bas et menaçant, Victor et Lucas marchèrent vers le Pont-Neuf, le poids du monde allégé d'un coup. C'est fini, souffla Victor, serrant la main de Lucas. Mais au fond de lui, une ombre persistait, la trahison d'Adrien, ce secret qui avait empoisonné leur lit conjugal. Était-ce vraiment fini, ou le début d'une nouvelle fracture? Cette question les rongeait lors des dîners solitaires, quand le silence s'installait entre deux bouchées de ratatouille. Victor, hanté par les « et si », fouillait les affaires d'Adrien, découvrant des lettres cachées dans une boîte à cigares, des mots enflammés à Lucas, des excuses laconiques à lui-même. « Je suis un lâche, mon amour », écrivait Adrien. « Pardonne-moi de ne pas être assez fort pour tout avoir. » Les larmes venaient, inexorables, et Lucas les essuyait, son étreinte un baume provisoire. Un soir de décembre, alors que les illuminations de Noël scintillaient sur les Champs-Élysées, la première fissure apparut. Il assistait à une soirée de gala à l'Opéra Garnier, organisée en mémoire d'Adrien par la communauté artistique gay de Paris. Victor, en smoking ajusté, dansait un slow langoureux avec Lucas quand un homme s'approcha, un ancien amant d'Adrien, un sculpteur aux traits ciselés nommé Julien. Lucas, toujours fidèle au fantôme, lança-t-il avec un sourire carnassier. « Et toi, Victor, le cocu couronné ?» Adrien collectionnait les cœurs comme des tableaux. Les mots frappèrent comme une gifle. Victor se raidit, s'écartant de Lucas. « C'est vrai ?» demanda-t-il plus tard, dans un café enfumé du Marais, la voix écorchée. Lucas hésita, puis avoua, il y en a eu d'autres, avant moi. Des flirts, des nuits isolées. Pas des amours, mais des échappées. Il avait besoin de ça pour respirer. La trahison se cristallisa, un poignard en plein cœur. Victor se leva, renversant sa tasse de café. « Tu savais, et tu m'as laissé dans l'ignorance ? Tu profites de son fantôme pour te faufiler dans mon lit. » La dispute fit rage dans la nuit parisienne, sous les flocons timides qui saupoudraient les pavés. Lucas plaida, les yeux fous, « Je t'aime, Victor. Pas comme un substitut, mais pour toi, ta vulnérabilité, ton feu créatif. Adrien nous a unis, mais c'est nous qui choisissons de rester. » Victor s'enfuit, courant jusqu'à l'appartement, claquant la porte sur le passé et l'avenir incertain. Les jours suivants furent un exil volontaire. Victor s'enferma dans son atelier improvisé, noircissant des toiles de traits rageurs, des corps fragmentés, des cœurs lacérés, des ombres d'amants superposées. Lucas tambourinait à la porte, laissant des notes manuscrites, des poèmes volés à Rimbaud, des invitations à pardonner. Mais Victor, blessé dans sa chair intime, refusait. La solitude devint son armure, un cocon de douleur où il revivait chaque mensonge d'Adrien comme une flagellation. Pourtant, le destin, ce farceur parisien, intervint sous la forme d'une exposition solo pour Victor au Centre Pompidou. Ces illustrations, imprégnées de deuil et de désir, attirèrent la critique, un cri primal de l'amour queer moderne, titra Le Monde. Lors du vernissage, une foule cosmopolite envahit les salles blanches artistes, collectionneurs, et parmi eux, Lucas, vêtu d'un pull gris qui soulignait sa vulnérabilité. Il s'approcha d'une toile centrale, deux silhouettes enlacées sous un ciel orageux, l'une tendant une main à l'autre. « C'est nous, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Victor, entouré d'admirateurs, pivota, le cœur en déroute. Peut-être. Ou peut-être Adrien et moi. Ou personne. La conversation s'étira, âpre et honnête, dévidant les fils de la jalousie. « J'ai peur », avoua Victor. « Peur que tu sois un autre secret. » Lucas prit sa main, la portant à ses lèvres. « Pas de secret. Plus jamais. Laisse-moi te prouver que l'amour peut renaître des ruines. » Cette nuit-là, ils rentrèrent ensemble, le silence chargé d'une promesse fragile.
Dans l'appartement, sous la lueur tamisée d'une lampe art déco, ils se déshabillèrent lentement, redécouvrant leur corps comme des terres inconnues. L'amour fut tendre, exploratoire, un dialogue muet de caresses et de murmures. Victor, pour la première fois, se sentit vu non comme le veuf ou le cocu, mais comme l'homme qu'il était, entier et désiré. Mais le répit fut bref. Noël approchait, et avec lui, une invitation impromptue. Élise, repentante, proposait une trêve familiale dans leur maison de Normandie. Pour Adrien, écrivait-elle. Victor hésita, mais Lucas insista, allons-y, clôturons le chapitre. Le voyage en train, sous un paysage de champs gelés, fut un pèlerinage inconfortable, ponctué de silence et de regards volés. La maison, un manoir du 18e aux cheminées ronflantes, exhalait les souvenirs d'enfance d'Adrien, photos jaunies sur les murs, piano désaccordé dans le salon. Élise les accueillit avec une raideur polie, les parents en retrait, vieillis par le chagrin. Le dîner fut un chant de mine, toast à la mémoire d'Adrien, questions voilées sur leur relation. Puis, Élise craqua, posant une boîte sur la table des lettres d'Adrien à la famille, confessant ses luttes, je suis gay, et j'aime profondément. Ne jugez pas Victor, il est mon salut. Les larmes coulèrent, collectives, cathartiques. Élise serra Victor dans ses bras, murmurant, pardonne-nous. Nous avions peur de le perdre, et nous l'avons blessé. La nuit de Noël, autour d'un feu crépitant, Lucas raconta des anecdotes provençales, faisant rire la tablée pour la première fois. Victor, observant la scène, sentit un baume se poser sur son âme, la famille, imparfaite, s'ouvrait comme une fleur tardive. Le printemps 2026 éclata sur Paris comme une symphonie de Debussy, avec ses pluies légères et ses cerisiers en fleurs le long des boulevards. Victor et Lucas, après la trêve normande, naviguaient les eaux encore agitées de leur union. L'appartement rue de Rivoli bourdonnait d'une vie nouvelle, les toiles de Victor s'empilaient dans un coin reconverti en atelier, imprégné d'une lumière plus douce. Lucas, ayant quitté son emploi à Marseille, ouvrait un petit atelier de restauration meuble dans le 11e, transformant des reliques usées en joyaux rajeunis. Leur matinée était rythmée par des cafés partagés au comptoir, des baisers volés avant de partir, un quotidien tissé de tendresse quotidienne. Pourtant, sous cette surface lisse, des courants souterrains persistaient. Victor, lors de ses promenades solitaires au jardin des plantes, se surprenait à guetter les ombres d'Adrien dans chaque passant aux boucles brunes. Les nuits, parfois, il se réveillait en sursaut, le fantôme de la trahison chuchotant à son oreille, et si Lucas mentait aussi? Il n'en parlait pas, préférant noyer ses doutes dans des étreintes plus fiévreuses, des voyages improvisés un week-end à Giverny, où ils marchèrent dans les nénuphars de Monet, main dans la main, évoquant un avenir sans chaîne. L'été apporta le vrai test. Une invitation arriva d'un festival d'art queer à Avignon, où Victor exposait une série inspirée de leur histoire, Amour en clair-obscur. Lucas l'accompagna, fier et nerveux, mais lors de la soirée d'ouverture, dans les remparts illuminés de la ville des papes, le passé ressurgit sous les traits de Julien, l'ancien amant croisé à l'opéra. Julien, éméché par un châteauneuf du pape trop généreux, coinça Lucas dans un couloir voûté. « Tu joues les veufs fidèles, hein, ricana-t-il. Adrien m'a largué pour toi, et toi, tu ramasses les miettes de Victor. » Pathétique. Lucas repoussa l'intrusion d'une main ferme, mais les mots s'insinuèrent comme du poison. Plus tard, Victor, cherchant Lucas dans la foule, surprit la fin de la confrontation non pas les paroles, mais le regard coupable de son amant. La graine du doute germa à nouveau, fertile dans le sol meuble de son cœur. De retour à Paris, la dispute éclata lors d'un dîner anodin chez un bistrot du canal Saint-Martin. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» pressa Victor, la fourchette suspendue. Lucas, acculé, avoua la pique de Julien, minimisant des jalousies d'ivrogne. Rien de plus. Mais pour Victor, c'était tout. Rien de plus? C'est le même mensonge qu'Adrien. Des flirts anodins, des secrets qui pourrissent tout, hurla-t-il, renversant son verre de vin rouge sur la nappe blanche. Les autres dîneurs se turent, un silence compatissant. Lucas, blême, tenta de raisonner, je ne suis pas lui. Je te le jure, Victor. Laisse-moi te montrer. Mais Victor, aveuglé par la douleur, claqua des billets sur la table et s'enfuit dans la nuit, le long du canal miroitant sous les réverbères. Il erra des heures, aboutissant à leur ancien appartement en nom, celui d'Adrien et lui, avant Lucas. Assis sur les marches de l'immeuble, il appela Élise, la voix brisée. Elle vint, enveloppée dans un manteau de cachemire, et l'emmena chez elle, dans le 16e. Là, entretée à la bergamote et confidence nocturne,
Victor déballa son fardeau. J'ai peur d'être un pigeon voyageur, Élise. Attiré par les mensonges parce que c'est tout ce que je connais. Elle, adoucie par le temps, posa une main sur la sienne. Adrien était imparfait, comme nous tous. Mais Lucas, il te regarde comme mon frère te regardait, toi. Avec une dévotion qui guérit. Ne fuis pas par peur. Les jours devinrent semaines. Victor s'installa temporairement chez Élise, plongeant dans un projet fou, un roman graphique sur l'amour polyamoureux, inspiré de leur trio spectral. Les planches naissaient dans la douleur, des vignettes où Adrien, Victor et Lucas dansaient un tango éternel, entre ombre et lumière. Lucas, de son côté, respecta l'espace, envoyant des colis anonymes, un pot de miel de lavande provençale, un billet pour un concert de piano à la salle Playel. Pas de pression, juste une présence discrète, un fil tendu entre eux. Le point de rupture ou de renaissance survint lors d'une exposition au Louvre, où une toile anonyme attira Victor, un portrait d'Adrien, signé par Lucas des années plus tôt, aux yeux clos et au sourire serein. La note jointe, glissée dans le cadre, il nous aimait assez pour nous libérer. À toi de choisir. Victor pleura devant la toile, entouré d'étrangers indifférents, et ce soir-là, il appela Lucas. Viens. On parle. Vraiment. Ils se retrouvèrent au café de Flore, sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir, où les amours compliqués étaient une tradition. Les mots coulèrent, crus et libérateurs, les peurs de Victor, les regrets de Lucas pour son silence initial, les promesses d'honnêteté absolue. Pas de secret, jura Lucas, ses doigts entrelacés aux siens. Seulement nous, imparfaits mais vrais. Victor, les yeux dans les yeux, acquiesça. Le baiser qui suivit fut un saut, scellant non un deuil, mais une naissance. L'automne les trouva solides, ancrés. Ils voyagèrent en Provence, chez la famille de Lucas où une masse provençale nichait dans les collines de Luberon, où les cigales chantaient et les rosées coulaient à flots. Là, sous un olivier centenaire, Lucas mit un genou à terre, offrant une bague simple en argent martelé, gravée d'un, pour toujours, sans ombre. Victor, ému aux larmes, accepta, et ils firent l'amour dans l'herbe sèche, sous un ciel étoilé qui semblait approuver. Mais la vie, cette tragédie en acte, réservait encore un rebondissement. Une lettre arriva de Marseille, Julien, rongé par le remords et l'alcool, avouait avoir inventé des rumeurs pour saboter leur bonheur, jaloux d'un amour qu'il n'avait jamais eu. Pire, il révélait un secret enfoui, Adrien avait écrit un codicille au testament, léguant à Lucas une petite somme pour veiller sur Victor. Preuve d'amour, non de manipulation. Victor, lisant la confession, rit pour la première fois d'un rire pur, libérateur. Il nous voulait ensemble, dit-il à Lucas, scellant le passé d'un baiser. Noël revint, cette fois dans la maison normande, avec Élise et les parents réconciliés. La table déborda de dindes rôties et de bûches de Noël, de toasts à Adrien transformé en ange gardien. Lucas, intégré à la famille comme un fils prodigue, raconta des histoires de son enfance au Mistral, faisant briller les yeux d'Élise. Victor, observant la scène, sentit une plénitude nouvelle, un amour non pas volé, mais conquis, humain dans sa fragilité. Pourtant, au cœur de cette joie, un nuage planait. Victor, lors d'une promenade en forêt normande, confia à Lucas son désir d'enfant pas biologiquement, mais par adoption, un rêve caressé avec Adrien mais remis à plus tard. Lucas pâlit, ses peurs enfouies remontant, j'ai grandi sans père stable. Et si je ne suis pas à la hauteur? La vulnérabilité de Lucas, si rare, toucha Victor au vif. On apprendra ensemble, promit-il. Comme tout le reste. L'année 2027 s'ouvrit sur une Paris enneigée, où les toits haussmanniens scintillaient comme des diadèmes gelés. Victor et Lucas, désormais fiancés dans l'intimité de leur cœur, lancèrent un projet commun, une galerie hybride au cœur du Marais, mêlant illustration de Victor et restauration de Lucas, dédiée aux « Amours invisibles », une ode aux relations queer marginalisées, inspirée de leur Odyssée. L'inauguration, en mars, fut un triomphe, critiques élogieuses dans Libération, file d'attente serpentant jusqu'à la place des Vosges, et au centre, une toile monumentale Adrien, spectrale, souriant entre eux, symbole de legs et de libération. Mais la vie, fidèle à son essence dramatique, imposa une épreuve finale. Au printemps, Lucas fut diagnostiqué d'une leucémie précoce, détectée lors d'un bilan de routine. Le monde de Victor s'effondra en un instant, le rappel brutal que l'amour, si précieux, était éphémère. Les hôpitaux parisiens devinrent leur nouveau décor, couloirs stériles de l'Hôtel-Dieu, piqûres et chimiothérapie, nuit veillée au chevet où Victor lisait des extraits de Proust, à la recherche du temps perdu, pour ancrer Lucas dans l'éternité.
C'est injuste, murmurait Victor, les yeux rougis, tenant la main diaphane de Lucas. Celui-ci, amaigri mais vaillant, souriait faiblement. La vie l'est. Mais souviens-toi d'Adrien, il nous a appris à aimer intensément, parce que rien n'est garanti. Les traitements étaient un calvaire, nausée, fatigue écrasante, mais Lucas luttait avec une ténacité provençale, soutenu par des visites familiales, Élise apportant des gâteaux alsaciens, les parents d'Adrien envoyant des bouquets de lavande. Victor, vidé, puisait sa force dans leurs souvenirs, les baisers volés, les promesses chuchotées, la certitude que l'amour transcendait la chair. Les mois s'étirèrent en une danse macabre, ponctuée de rémissions fragiles et de rechutes sournoises. Lors d'un été étouffant, alors que la scène miroitait sous un soleil impitoyable, Lucas s'affaiblit. Allongé sur leur lit, entouré de photos Adrien à Nice, eux à Avignon, il prit la main de Victor. « Si je pars, dit-il d'une voix rauque, promets-moi de continuer. Aime fort, aime vrai. Et dis à Adrien que je l'ai rejoint, avec gratitude. » Victor, secoué de sanglots, refusa, « Tu ne pars pas. On a une galerie, une vie. Batte-toi. » Le miracle vint sous forme de donneur compatible, un cousin éloigné de Lucas, anonyme et généreux. La greffe, risquée, réussit. Les semaines de convalescence furent un purgatoire lent en quarantaine médicale, mais Lucas émergea, chancelant mais vivant, ses yeux bleus retrouvant leur éclat. Victor, à son chevet lors de la sortie, pleura de joie, un torrent libérateur. « On recommence, murmura-t-il. Plus fort. » L'automne les vit renaître. La galerie prospéra, attirant des âmes en quête de récits authentiques. Victor et Lucas adoptèrent un enfant, un garçon de 5 ans, orphelin roumain nommé Théo, aux boucles brunes rappelant Adrien. L'adoption, un labyrinthe bureaucratique, scella leur famille, des rires dans l'appartement, des dessins épinglés au frigo, des dodos comptés sous les couvertures. Élise devint une tante gâteau, organisant des pique-niques au bois de Boulogne. Un soir de novembre, 5 ans jour pour jour après les funérailles, ils retournèrent au Père-Lachaise. La tombe d'Adrien, fleurie de roses éternelles, veillait sous les platanes nus. Théo, curieux, posa un caillou coloré sur la pierre. « C'est qui, papa Adrien ?» demanda-t-il. Victor s'agenouilla, Lucas à ses côtés. C'était un grand amoureux. Il nous a appris à partager nos cœurs. Théo hocha la tête, sage au-delà de ses ans, et ils restèrent là, famille improbable, unis par les fils du destin. Le soleil couchant baigna la scène d'une lumière dorée, effaçant les ombres du passé. Victor serra la main de Lucas, sentant le pouls fort sous la peau. La trahison, le deuil, les secrets de tous étaient alchimisés en une humanité profonde, un amour forgé au feu de l'adversité. Paris, éternelle et indifférente, continuait son ballet, lumières allumées sur la tour Eiffel, rires dans les brasseries, cœurs battant dans l'ombre. Et eux, au cœur de cette ville lumière, avaient trouvé leur vérité, l'amour n'était pas une possession, mais un don, fragile et infini. Dans les années qui suivirent, la galerie devint un phare pour la communauté, exposant des artistes queer du monde entier. Victor écrivit un mémoire, Ombre d'amour, best-seller discret qui toucha des milliers. Lucas, guéri, tailla un berceau pour Théo, symbole de renaissance. Et lors des anniversaires, il levait un verre à Adrien non comme à un fantôme, mais à un guide bienveillant. Ainsi, dans le tourbillon de la vie parisienne, Victor apprit que les funérailles n'étaient pas une fin, mais un seuil. Le profiteur accusé était devenu un pilier, l'amant secret, un pilier. Et leur histoire, tissée de drame et de grâce, murmurait une leçon humaniste, dans l'amour, comme dans la mort, la vérité libère, et le pardon élève.